cette crise qu'on passe actuellement. Aujourd'hui, j'avais le goût d'inviter quelqu'un qui est un témoin privilégié d'une industrie qui est particulièrement touchée, celle des restaurants. Et quand j'ai pensé à ça, puis évidemment, moi, j'ai toujours le goût de parler de digital. J'ai pas le goût de parler juste d'une industrie en particulier. J'ai le goût de parler du côté digital des choses. Puis là, je me suis dit, digital, quelqu'un qui comprend bien l'industrie des restaurants. J'ai dit, qui d'autre je pourrais inviter que Élise Tastet? Donc, c'est elle qui est avec nous aujourd'hui. Élise, on se connaît parce qu'on a été ensemble. J'ai donné des cours au HEC, puis elle était une étudiante modèle. Et je suis très, très fier de ce qu'elle a bâti avec Tastet parce qu'elle m'avait parlé de ce projet-là à l'époque, puis je l'ai vu évoluer. Puis en tout cas, Élise, je suis très, très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Ben merci. Merci aussi d'avoir pensé à m'inviter. C'est très apprécié. Ben écoute, c'est vraiment tout à fait un honneur de t'avoir. Donc, écoute, premièrement, on va boire quelque chose. Donc, est-ce que tu bois de ton côté, toi? Moi, je bois un petit virgin parce que je suis trop fatiguée. Ah, c'est pas correct, ça. C'est un apéro, là. Non, c'est correct, c'est correct. Ben écoute, moi, je vais vraiment pas faire comme toi. Donc, moi, j'ai mis mon chandail mexicain et je bois de la tequila. Donc, je bois ici une tequila Casamigos. Donc, c'est une tequila c'est la business de George Clooney qui a vendu il y a pas longtemps. Donc, je vais juste me faire mon petit drink, puis on va pouvoir commencer. Donc, Élise, j'aurais voulu qu'on parle des restaurants, puis comment la crise les affecte, puis comment le digital vient jouer, vient s'empêtrer dans tout ça. Puis, j'avais le goût toi, là, t'as-tu parlé à beaucoup de restaurateurs? Comment t'es témoin de toute cette crise-là en ce moment? Ben, nous, c'est sûr qu'on est une plateforme qui représente gratuitement tous les restos, cafés, bars, boucheries, chocolateries, boulangeries locales. Donc, c'est notre quotidien. Tout ce qu'on fait, c'est envoyer les lecteurs de la plateforme dans ces établissements-là sans qu'eux ne payent jamais. C'est sûr que là, ils ne peuvent plus aller dans ces établissements-là, sauf pour du take-out. Fait qu'on l'a eu de plein fouet, nous aussi, parce que notre rôle, c'est de les aider. Les restaurateurs, c'est sûr que tout le monde a pris la nouvelle, là, dans le sens que pour moi, la restauration, c'est comme un baume sur le cœur de tous les problèmes. Là. Quand tu vas au resto ou dans un bar ou n'importe quoi, c'est comme pour passer un moment puis oublier tout ce qui se passe, puis une petite bulle de bonheur. Là, il n'y a plus de petite bulle de bonheur. Mais j'ai confiance que ça va rester. Plein de restos qui avaient dit... C'est beau, j'ai fini. Plein de restos qui avaient dit justement qu'ils ne feraient pas de take-out parce que ça n'avait pas d'allure, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Puis là, finalement, ben, ça dure longtemps. Ben, ils se remettent en fait au take-out. Puis, Est-ce qu'on m'entend? Tu m'entends-tu? Oui. Oui, OK. Dans le fond, ouais, désolé, je faisais mon drink, ça nécessite d'être brassé. Donc, cheers, même si tu es sur le Virgin, on peut quand même te faire un cheers. Donc, merci d'être à l'apéro. Justement, je me demandais en ce moment, là, ceux qui ont, parce que comme tu dis, il y en a plusieurs qui ont décidé de le faire malgré que ça leur tentait pas nécessairement initialement. Donc, on sent que c'est pas nécessairement c'est plus par obligation, là. Moi, on m'a dit, j'ai parlé avec moi aussi quelques restaurateurs, évidemment moins que toi, là, mais il y en a un qui m'a dit que la raison pour laquelle lui, il décidait de rester ouvert, c'est essentiellement, c'est pas tant, même pas pour les revenus pratiquement, c'est pratiquement pour garder son équipe. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça que tu as eu aussi comme. C'est parce qu'en fait, tu sais, le milieu de la restauration, les gens, ils réalisent peut-être pas tant que ça, mais c'est un milieu qui est hyper humain. C'est pour ça aussi que le service est quand même super important. Oui, l'avenir des comptoirs, ça va devenir de plus en plus populaire. Oui, le take-out va peut-être gagner en popularité, mais la restauration, c'est humain, c'est du monde qui travaille, c'est du monde qui te sert, c'est du monde qui t'entertain. On avait écrit un article sur une serveuse, puis une serveuse, c'est une psychologue, une aide, une professeure, une ci, une ça. C'est des équipes, c'est serré, ils travaillent comme des fous, ils sont super passionnés. Fait que tous les restaurateurs qui font livraison take-out, la plupart du temps, c'est pour garder leur équipe. Et puis, moi, en fait, la plupart des restaurateurs à qui j'ai parlé ne travaillent même pas avec des compagnies de livraison. Ils font livrer leur staff pour pouvoir leur donner justement une job. OK, je comprends. Puis, c'est quoi à peu près, toi, là, de ce que tu as entendu? Je ne sais pas s'il y en a qui se sont confiés à ce point-là, là, mais combien en ton. Tu sais, y en a-tu qui t'ont révélé un peu quel pourcentage de leurs revenus ils arrivaient à aller chercher avec ce genre de. Je te donne une idée, OK? Moi,
les gens aussi, ils oublient souvent, tu sais, en tout cas, il y a eu une période, tout le monde voulait ouvrir un resto. C'est pas avec un resto que tu fais de l'argent, là. Comme tu as 3 à 7 3 à 9 environ de moyenne de profit à la fin de la journée avec un resto. OK. Dans les compagnies de livraison, ils prennent 15 à 35 de ce que tu vends. Fait que ça n'a aucun bon sens. C'est sûr qu'il y a plein d'entreprises qui sont capables de le faire parce que, par exemple, faire une pizza, ça coûte beaucoup moins cher en food cost qu'un autre resto. Ouais. Puis il y a certains restos pour qui ça fait du sens, mais la plupart des restaurants, ça ne fait pas de sens de faire ça parce qu'il n'y a pas assez des grandes marges. Mais d'un autre côté, puis je pensais d'arriver vraiment plus tard à cette conversation parce que c'est le digital, mais pourquoi ils sont dépendants d'un réseau qui leur charge 30%? Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé dans le monde hôtelier. Tu sais, avec Booking, les hôteliers ont vraiment, vraiment tardé à faire un virage numérique. Puis du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dans une situation où ils devaient donner 25-30% de leurs revenus à Booking.com. Là, tu sais. Pourquoi ils n'ont pas trouvé des manières avant de régler ce problème-là? Ben, tu sais, un restaurateur, c'est aussi oui, c'est un homme d'affaires, mais tu sais, les chefs derrière les restos, c'est des artistes, là. Moi, j'adore ce que je fais parce que je travaille avec des artistes qui sont stimulants tous les jours, qui ont tout le temps des nouvelles idées, des nouveaux projets, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Quand tu es artiste dans la vie, je veux dire, tu peux être un grand artiste peintre, tu veux-tu avoir la meilleure boutique en ligne de vente d'art? Pas tant que ça. Je pense qu'ils sont super bons à ce qu'ils font, mais c'est sûr que cette crise-là, en fait, leur fait réaliser que sans avoir de la livraison qui est faite par une compagnie externe, je pense qu'ils comprennent la nécessité totale d'avoir des réseaux sociaux qui sont performants, un site web qui est performant, puis des photos des plats. Parce que nous, juste vous donner un exemple, là, sur le site, on a une photographe avec qui on va toutes les semaines pour prendre des photos des restos, mais la plupart du temps, ces restos-là, ils n'ont même pas de photos de leur bouffe, ils n'ont pas de photos de leur proprio, ils n'ont pas d'explication de ce qu'ils font. Fait que, nous, on fait toute la job derrière, mais ça, c'est comme un minimum que dans le futur, je pense qu'il va falloir qu'eux, il y ait un petit peu de travail par rapport à ça. Parce qu'en ce moment, c'est vous qui faites ce job-là. Oui, absolument. Ben, nous, on est là pour les aider, là, puis ça nous fait plaisir de le faire, puis on va continuer de le faire, mais c'est aussi pour eux, pour faire leur propre promotion. Tu sais, ceux qui s'en sortent le mieux en ce moment, c'est ceux qui ont déjà des réseaux sociaux qui sont super forts. Fait que, tu sais, ils mettent sur leur Instagram, OK, on commence à livrer, puis là, ils ont des commandes qui rentrent. Mais s'ils n'avaient pas ce Instagram-là qui était si fort, ils n'auraient pas les commandes. OK. Ben justement, ça, c'était une question. Les restaurants qui ont une audience, qui ont bâti par eux-mêmes, eux s'en sortent vraiment mieux, tu penses? Ben, ça, ils s'en sortaient mieux avant la crise, puis ils vont s'en sortir mieux pendant la crise, puis ils vont s'en sortir mieux après la crise aussi. Tu sais, je pense, en tout cas, il y a plein de chefs, des fois, ils mettent leur plat du jour sur Instagram, puis ont tellement un gros following, le midi, ça s'en va parce que tout le monde est venu le manger, mais c'est important aussi, c'est de la promotion qui est gratuite pour eux, tu sais, ils devraient en profiter. Oui, puis c'est un accès direct là, à ton audience que tu n'as pas besoin de payer pour à chaque fois que tu veux leur parler. Là. Mais il y en a plein qui sont super bons là-dedans. Je pense juste que ça va les forcer à s'améliorer. Mm-hmm. Puis, côté, je m'excuse, côté pourcentage des revenus, là, tu m'as parlé des marges de profit. Non, mais c'était super, tout ce que tu as dit, c'était super intéressant, mais côté revenus, il y a combien? C'est-tu 30%, c'est-tu 5%, c'est-tu 20%? Juste te donner un exemple, parce que nous, on est partenaire avec Femmes et Sœurs. Puis la semaine prochaine, on parle avec, en tout cas, on prépare quelque chose avec eux. Puis la semaine dernière, ils ont fait une entrevue avec le restaurant chez Auguste, qui lui disait justement, d'habitude, pour survivre, ils doivent vendre genre pour 3500 $ par jour. Puis là, ben, avec la vente en ligne, avec les take-out, ils font genre 1500 par semaine. Fait que, tu sais, mais en fait, c'est ce que aussi tous les restaurateurs m'ont dit. Là, c'est comme survie. Fait que le take-out puis la livraison, c'est un mode survie. On réussit à sauver les meubles, dans le fond. Cette chose-là, ça permet de payer ton overhead, payer ton rent puis tes taxes, puis au moins pas genre t'engouffrer sans fond. Mais c'est sûr, à long terme, c'est pas une solution. Vraiment. C'est drôle, toi, j'ai fait le calcul, là, ça revient à 6-7%. Puis ceux à qui j'ai parlé, c'est la même affaire. 6-7%, moi aussi. C'est quand même terrible. Ça veut dire que 93% de leurs revenus sont partis. Puis je pense qu'un des gros problèmes, c'est qu'ils doivent quand même payer leur loyer. T'sais, nous autres, en ce moment, le local de Diviso, il est vide depuis un mois, puis on doit avoir payé notre loyer pareil. Là, fait que ça, c'est ça. Fait que c'est un volet incompressible qui est quand même vraiment difficile. Là. Qu'est-ce que tu as vu côté là, les produits là, qui fonctionnent bien? Tu as parlé de pizza, que c'est le fun parce que tu as une marge.
As-tu d'autres exemples comme ça de produits qui fonctionnent super bien dans ce mode-là, puis d'autres qui fonctionnent moins bien? Tu sais, on a entendu beaucoup parler, par exemple, je sais qu'un qui a fait parler de lui, c'est la bête à pain, là, comme quoi lui, il s'en Ouais. sortait vraiment bien. Ben, en fait, c'est tout ce qui est boulangerie. Faire du pain, ça coûte pas tant cher. C'est pour ça aussi que les boulangeries fonctionnent si bien. Moi, je suis ultra fan de Diane Solomon, puis tout ce que Olivier Gourmando a fait, mais à la base, ils étaient partis comme une boulangerie, ils faisaient leur propre pain. Ça donne quand même des marges qui sont plus grandes. La pizza, la raison pour laquelle, c'est que la pizza, ça aussi, c'est de la pâte, il y a une plus grande marge, mais tout est encore une question, ton équipe, ton overhead, c'est dans quelle localité, il y a plein de choses, mais c'est sûr que, quand on pense à un Montréal Plaza, un Mont-Lapin, il n'y a pas ce genre de marge-là. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un business model là-dessus, là. Pourquoi? Parce que ces restos-là sont des restos plus d'expérience, dans le fond, puis il y a une partie de ce que tu payes que c'est pour l'ambiance, puis c'est pour se faire chanter Bonne Fête avec un vaisseau de Star Wars à la tête? Ben, pas juste ça. Moi, j'ai hâte de me faire chanter un vaisseau de Star Wars. Non, moi aussi. La dernière fois qu'on est allé, on était déguisés. Je pense que j'étais déguisé en slab de bacon, puis j'avais Simon Lamarche, mon associé, était déguisé en œuf. Puis on chantait Bonne Fête à toutes les tables à côté, c'était vraiment le fun. J'étais prêt à payer pour ça. Je commence à faire la vente en ligne d'ailleurs aujourd'hui, en passant. OK. Le Montréal Plaza? Oui, avec livraison eux-mêmes aussi, parce que c'est leur staff, justement, qui vont livrer. Mais ça, c'est intéressant, justement. Tu sais, s'ils laissent, au lieu de laisser 30% sur la table, ils sont probablement capables de se payer des gens qui vont aller livrer à la place. Oui, exactement. Ils peuvent réengager leur monde, mais c'est sûr que, dans tous les restos, il y a vraiment un stress de réengager leur équipe parce que, justement, c'est des équipes assez serrées. Oui. Mais j'ai oublié ta question que tu viens juste de demander. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai demandé si le... Voyons, qu'est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai demandé si le... Ah oui, s'ils pouvaient livrer avec eux-mêmes, si c'était pensable qu'ils s'organisent eux-mêmes pour livrer. C'est pourquoi c'était différent, ces restos-là, mais c'est que dans le fond, il y a... Ah oui, pour l'aspect atmosphère. Nous, quand on évalue un resto, juste vous donner un exemple, on évalue sur 7 critères. Le service, le décor, l'ambiance, le rapport qualité-prix, la nourriture, l'endroit s'il est unique dans quelque chose, puis les proprios derrière. Fait que tous ces points-là, la bouffe, à la fin, c'est un des 7. Je pense qu'en ce moment, ceux qui profitent de cette situation-là, puis chapeau, là, parce que c'est difficile pour tout le monde à la fin, c'est des gens pour qui le focus est quand même dans la bouffe. C'est un food experience. Mais les restos, est-ce que le service fait partie en grande partie de ce qu'eux, ils ont à offrir? C'est plus comme de l'hospitalité, justement. C'est comme take care of you, c'est s'occuper de toi, faire en sorte que comme ta soirée est exceptionnelle, puis tu vis un moment mémorable. Mais ça se fait pas en take-out. Ouais. Je pense que le monde va continuer à avoir du take-out, mais à la fin de la crise, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'étais curée d'être chez nous. Je veux dire, toutes nos soirs, moi, j'adore mon chum, une chance qu'il est là, extraordinaire, mais comme on a hâte de voir d'autres mondes aussi, là, tu sais. On a hâte de faire autre chose. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui demande, Jonathan Roussel, il dit, puis il y a aussi, tu sais, comme entre les restos qui s'organisent eux-mêmes leur livraison, puis Uber Eats qui prend 30%, tu as aussi, lui, il mentionne les livraisons Colibri, ou je sais que sur le plateau, tu as les livraisons Arc-en-Ciel, tu sais, que t'as plein d'offres là, qui sont comme à 5$, mettons, pour la livraison locale. Ça, c'est-tu quelque chose qui peut être intéressant pour les restaurateurs? Oui, puis justement, là, il y a plein de nouvelles initiatives de la Ville de Montréal par rapport aux livraisons à vélo. Moi, je pense que tant mieux. C'est sûr qu'on vit quand même au Québec. Quand il fait moins 40 puis qu'il y a une tempête de neige, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas tous les jours non plus. Moi, je dis que, en tout cas, moi, je suis pour, puis je suis pour aussi encourager. Tu sais, acheter local, c'est investir dans un média québécois. On vous en avait parlé il y a 2 semaines. Ouais. C'est embaucher une compagnie qui aussi paye ses taxes, qui fait toutes ses affaires au Québec dans toute la chaîne le plus possible. Mm-hmm. Absolument. Puis, fait que justement, il y en a beaucoup qui m'ont dit que, tu sais, il y a l'atmosphère, tout ça, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit la marge. Dans le fond, l'alcool, c'est la marge. La bouffe, c'est comme un prétexte, puis c'est l'alcool, tu fais de l'argent avec. Là, évidemment, tu peux pas faire ça en ce moment. Ben, c'est parce que non, encore une fois, en ce moment, il y en a plein qui font du take-out de bouteilles pour sauver les meubles, mais c'est pas une solution à long terme. Puis une des plus grosses problématiques pour laquelle moi je me bats en ce moment, c'est que les bars, ils ont le droit de rien faire. Fait que, tu sais, un bar qui offre de la bouffe, il peut même pas offrir sa bouffe puis ses bouteilles en take-out. Comme tous les restos le font, ils peuvent rien faire. Fait que là, admettons, ils ont appris que les bars, ils pourraient peut-être offrir genre des petits trucs à manger pour emporter, mais tu peux pas genre faire ton loyer avec des sandwichs to go. Là. Il faut que tu vendes des bouteilles aussi. Puis le problème, c'est que là, les gens disent « Ah non, mais ça fait concurrence à la SAC. » Mais les restos, ils payent leurs bouteilles à la
SAC. Ils l'ont acheté à la SAC au départ. À prix restaurateur en plus. C'est pas de l'argent qui est comme partie du gouvernement, là, il a été payé. Ah ouais. Il n'y a pas d'option pour les bars présentement. Là, pour les bars, eux autres, puis en plus, je pense qu'ils peuvent pas payer leurs employés non plus. Non, il y a un 75 mais pourquoi t'engagerais tes employés si tu peux rien leur faire faire? Ouais, ben c'est ça. Tu peux rien. Mais en tout cas, on travaille là-dessus, puis j'espère sincèrement que dans les prochaines semaines, il va y avoir un changement à ce niveau-là. Je le souhaite vraiment parce qu'il y a énormément de bars, puis ils n'ont pas. Ouais, puis on sent qu'ils se sentent un peu délaissés. Là, ils ont l'espèce de truc qu'ils ont mis sur leur devanture. Là, un bar, c'est une PME aussi. Là. Oui, c'est parce que c'est un double standard. Pourquoi tout le monde a le droit de se réinventer, mais eux, ils n'ont même pas la chance. Je dis pas que tout le monde va réussir, mais donner la chance. Ben, c'est sûr que si tu vends du Captain Morgan, tu vas peut-être avoir de la misère, mais si tu vends si t'as des alcools un petit peu particuliers, des importations privées, c'est vrai que ça serait intéressant. Surtout que les restos ont le droit, eux autres, dans le fond, là, de vendre. C'est ça, ils ont le droit, les restos, de vendre la bouffe. L'alcool à. Ils ont le droit de vendre une bouteille de vin avec un repas. Ah, OK, c'est ça. OK. Mais quand même, c'est mieux que rien. Absolument. Non, vraiment. Puis, tu sais, je pensais à ça, là, une chose les nouveaux food courts qui avaient ouvert, là, le Central, le Time Out, eux autres, c'est vraiment, c'est terrible ce qui leur arrive, parce qu'autant c'était comme vraiment en augmentation soudaine, puis là, tout soudainement, eux autres, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là, tu penses? Ben là, j'ai vu aujourd'hui, le Central a recommencé à faire la livraison de certains des restos qui font affaire avec, qui sont là. Time Out, il n'y a pas de nouvelles. Cat Cart, il n'y a pas de nouvelles. Mais Time Out et Cat Cart, c'est avec Ivanhoe Cambridge. Donc, le propriétaire de la bâtisse est aussi actionnaire. Donc, je suppose qu'ils ont. Ben, en tout cas, je ne leur ai pas parlé avant la rencontre, mais je leur souhaite qu'ils aient pu trouver un arrangement, en tout cas, entre-temps, que les choses reprennent. Là. OK. Parce que ça, c'est justement, on en vient, tu sais, je pense que c'est la chose évidente, là, c'est les loyers là, qui sont un peu le seul coût vraiment incompressible en ce moment. Est-ce qu'il y a toi, tu me parlais là, que tu as l'air à te battre, donc tu as l'air à faire des pressions, je ne sais pas à qui, je ne sais pas comment. Y a-tu des choses à ce niveau-là qui sont discutées? Oui, absolument. Ben moi, c'est sûr que je suis pas la presse canadienne non plus. Là. Je suis seulement un média qui se spécialise en hospitalité, mais je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. On a quand même réussi à parler à des gens à la ville, parler des gens au ministère. On fait des pressions là-dessus. C'est sûr que plus, justement, on a du soutien de la part de tous les bars, plus on a du soutien de la part des restaurateurs, puis plus les lecteurs se fâchent aussi, plus ça nous donne un pouvoir dans les discussions. Est-ce qu'il y a un regroupement de restaurateurs ou de bars qui parlent justement d'une façon unifiée au gouvernement? Ou? Plus ou moins. Plus ou moins, OK. J'en ai un, moi, qui me parlait que justement, eux autres sont il y avait 2 mesures sur lesquelles ils travaillaient, puis que je trouvais comme être vraiment intéressantes. Il disait qu'il est en train de regarder avec le gouvernement de faire des pressions pour pour renégocier des baux. Dans le fond, pour avoir une espèce de mesure qui donne le droit d'une renégociation des bails. Oui, bien, moi, en fait, on entend souvent, premièrement, l'histoire des taxes, l'histoire des bails, mais en même temps, la ville, elle dit, oui, moi, je ne peux pas rien faire. C'est des propriétaires privés. Fait que c'est un peu leur responsabilité. Moi, je pense que quand tu es propriétaire, tu peux aussi comprendre que c'est une crise économique, pandémie mondiale. Tu peux comme essayer d'aider au maximum de ce qui est possible. J'ai vu aussi dans un des commentaires l'option terrasse. C'est sûr que ça serait cool que la ville, en effet, donne la permission aux gens de, tu sais, si on ne peut pas réouvrir les salles, au moins pour que cet été, les terrasses puissent ouvrir avec des take-out, puis, tu sais, que ça soit un peu sympathique dans la pandémie. Là. Je ne sais pas trop comment... Ouais, pour l'instant, tu sais, je sais que, tu sais, je lisais ça là, sur le journal de Montréal la semaine passée. Il y avait des gens qui s'étaient fait donner un ticket parce qu'ils travaillaient sur une même moto à plus de 2 mètres. Là. Fait que j'imagine que je pense sûr qu'ils vont vouloir qu'ils prennent des drinks ensemble sur une terrasse, mais bon, c'est sûr que ça serait le fun. Ils peuvent les acheter puis aller chez eux le consommer. Là. Effectivement. Pour ce qui est de... Puis l'autre mesure qui me parlait, que je trouvais intéressante, puis qui m'a surpris, c'est que il me disait que quand tu vas en épicerie puis tu achètes du prêt à manger, t'as des taxes. T'as pas de taxes dessus. Fait que tu sais, quand tu achètes de la bouffe à l'épicerie, t'as presque pas de taxes. Le prêt à manger, t'as pas de taxes non plus. Au restaurant, t'as de la taxe. Puis la livraison du restaurant, t'as de la taxe aussi. Fait qu'ils disaient, eux autres, qui travaillaient pour mettre de la pression au gouvernement pour dire s'il pourrait avoir un congé de taxes pour les restos dans le but de repartir la machine plus facilement à la fin. Parce que je pense que les revenus discrétionnaires des consommateurs vont avoir diminué.
Donc, il faut les aider un petit peu à aider l'industrie, là, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, je veux dire, tout ce qui peut aider la restauration, je suis pour. Je suis pour, c'est ça, mais je sais pas si c'est réaliste ou faisable. Il va falloir que notre cher gouvernement nous dise si c'est possible ou pas. OK. Mais c'est-tu quelque chose que tu penses qui pourrait vraiment aider? Ben oui, tout peut aider dans le sens que comme il permettrait de vendre des bouteilles pour emporter, ça aiderait. Il permettrait de genre geler les bails, ça aiderait. Il permettrait de baisser les taxes, ça aiderait. Il permettrait, tout aiderait, mais c'est juste qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis c'est où. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. OK. Si on parle un peu puis comment, justement, je demanderais, Tastet, qu'est-ce qui se passe sur Tastet depuis qu'on est là-dedans? Ben nous, on recommande à 100% de sortir dans les adresses locales. Donc, quand la crise est arrivée, j'étais genre, wow, qu'est-ce qu'on va dire au monde? Mais dans le fond, ça nous a forcé à prendre aussi un peu de recul puis à se pencher depuis, tu sais, ça fait 6 ans qu'on a ce média-là. Puis depuis 6 ans, on se bat quand même avec toujours les mêmes valeurs dans le fond, qui est genre pro-environnemental, pro-féminisme, pro-local, toutes les cultures, etc. Donc, on essaye de faire la promotion de tout ce qui est derrière aussi la restauration, les producteurs qui aident avec les restaurants, puis d'aller un peu plus large que juste sortir dans les bonnes adresses, qu'on va continuer de faire, mais on va le faire aussi avec ce qui est derrière. OK. OK. D'après toi, là, le après cette crise-là, le après immédiat, là, tu sais, quand ils vont dire les restaurants réouvrent, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, moi, je pensais qu'ils allaient réouvrir normalement, mais avec les discussions que j'ai, ça se peut très bien qu'ils réouvrent avec le 2 mètres de distance. Ça aussi, c'est quand même un peu une problématique dans le sens que pour réussir à être rentable, une adresse a besoin d'être pleine. Si elle est à moitié pleine, elle a la moitié de son staff, puis elle a la moitié de ses revenus. Puis il y a des frais fixes qui restent les mêmes. Donc, ça va être un peu compliqué. Encore une fois, si c'est temporaire, je pense que les gens vont finir, ben, ils n'auront pas le choix de s'adapter, mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai hâte qu'on puisse s'asseoir puis être à côté de quelqu'un sans avoir peur de mourir. Tu sais, ça serait nice. C'est sûr que ça va, ouais, ça va être. Un monsieur qui m'a partagé un article que j'ai trouvé vraiment intéressant qui parlait de le gouverneur de la Californie a parlé un peu de comment ça allait se passer, la réouverture en Californie. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, ils portent des masques pour servir le monde, ils ont des gants puis tout. Tu sais, c'est quand même clinique, là. Ouais, les serveurs ont des masques, ils ont des gants, les menus doivent être jetables. Tu dois prendre la température des clients, absolument, tous les clients. J'ai un ami qui habite à Shanghai, puis même, tu peux pas sortir de ta maison pour prendre le métro sans qu'ils prennent ta température. OK. Puis minimum de 2 mètres entre chaque table aussi, donc ce qui revient à peu près justement, dans certains cas, le monsieur tantôt me parlait, il me disait, regarde, chez Schwartz, là, c'est plus que 50% des revenus si tu dis 2 mètres entre les tables. Tu sais, ça dépend des restos aussi. Oui, c'est ça. Il y a des mini-restos. Moi, il y a des, tu sais, de mes restos coup de cœur, il y a comme 17 places. Ben, si t'es à 2 mètres, je veux dire, il y a comme 3 clients, là. Ouais, c'est ça, là. C'est ça qui est vraiment tough, là. Fait que ça, écoute, c'est. Comment tu vois ça? Mettons, c'est-tu possible de rouler un restaurant avec toutes ces caractéristiques-là? Tu sais, où tu as l'impression de rentrer puis d'arriver dans un centre de dépistage du COVID? Moi, je crois pas que c'est possible, mais en même temps, je pense que les gens vont s'adapter pour survivre parce que aussi le milieu de la restauration, c'est des résilients, c'est des travaillants. C'est aussi pour ça que moi, je les admire. Ils vont finir par s'adapter par rapport à ça, mais c'est sûr que, tu sais, si ça dure 1 an et demi, il va falloir être très, très, très créatif pour trouver des solutions pour que ça fonctionne. Puis même aussi, nous, en tant que consommateur, genre, moi, ça me tente pas tant que ça, genre, d'être comme vraiment loin de tout le monde, puis que mon pauvre serveur, il a un masque puis des gants, puis qu'il puisse pas rien faire. Tu sais, c'est pas si le fun. Ben justement, une des personnes que je parlais, il travaille pour quand même une chaîne de restaurants assez grande. Il me disait que tu sais, il allait avoir, tu devais passer ta commande. Probablement que lui, ce qu'il allait faire, c'est que tu allais passer ta commande sur un écran, probablement sur ton téléphone, en fait. Eux, ils font un redesign. Je pense que je peux le nommer, c'est La Cage. Eux autres, ils m'ont dit qu'ils allaient faire. Ils avaient tout fait. Ils en avaient profité, eux autres. Je trouvais ça brillant parce qu'ils ont dit on a profité pour l'absence de clients, pour revoir tous nos systèmes technologiques, que c'était super difficile de faire comme changement alors qu'on roulait dans notre quotidien. Fait qu'ils ont décidé d'investir du temps, puis ils ont tout changé les POS pour que justement tu arrives, puis tu puisses commander avec ton téléphone, payer avec ton téléphone. Alors le service, tu sais, la personne avec le masque et les gants qui va être ton serveur va t'apporter de la bouffe, mais
Il va y avoir moins de contacts, tu sais. Ça fonctionne pour ceux qui sont food related. Ouais. Tout ce qui est hospitalier. Hey, cette semaine, je suis fatiguée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hospitalier? C'est donc bien. Hospitalier, c'est pour les hôpitaux. C'est hospitalier. Ouais, c'est ça. En hospitalité, quand il y a, une importance mise dans le service, puis que les gens, tu sais, leur passion, justement, c'est de te faire vivre une expérience, ça fonctionne pas. Tu sais, t'as beau commander sur un POS et demander ta facture sur un téléphone, ça ira pas dans ces restos-là. Puis, en tout cas, moi, personnellement, c'est le resto que moi, je préfère. Ouais. Mais bon. Fait que ça marche pour certaines catégories de restos, mais pour les petits restos, justement, là, c'est plus difficile là, de faire vivre ça, genre. Ouais. OK. Je pense qu'au moins, tu peux avoir le lieu physique, qui est quand même souvent, les restos, ça fait partie aussi de l'atmosphère, de l'expérience, là, l'endroit physique. Ça, tu peux quand même encore l'avoir. OK. Puis 50% des tables qui peuvent être occupées, toi, tu penses que ça peut pas fonctionner, cette histoire-là? Ça peut pas fonctionner? Pas viable sur du long terme. Ça peut fonctionner sur du court terme, mais comme en ce moment avec la livraison, t'sais, ils vont s'adapter, ils vont le faire, mais c'est juste que ça peut pas être une solution. OK. Puis, est-ce que tu sais, comment tu vois ça veut dire que si ça peut pas, ça se fait pas, puis qu'ils sont obligés d'avoir 50%, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de victimes là-dedans, là. Déjà, il y a un resto sur genre 20 qui ferme ses portes. Déjà, là? Ouais, puis d'après moi, genre chaque mois, c'est ça qui va arriver. Puis à la fin de cette crise, comme nous, en tout cas, Attends un peu, là, tu dis qu'il y a un resto sur 20 qui ferme ses portes déjà. Ouais. Il y a 5% des restos qui ont fermé depuis le mois de mars, déjà. Ferme, puis là, admettons, ils ont annoncé, quand c'est des populaires, tout le monde en parle, mais chez Roger a fermé ses portes, puis tout le monde en a parlé, la presse en a parlé, mais moi, d'après moi, toutes les semaines, on va entendre des super populaires qui sont pas capables. Il y en a-tu, toi, t'as parlé que tu t'ont dit c'est pas long, il me reste 1 semaine ou 2 semaines ou des choses comme ça? Ouais, vraiment. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'un point de vue? Tu sais, on a parlé de booster leur communauté, de se bâtir des communautés qui leur appartiennent, qui leur permettent. On a parlé de peut-être développer un système de livraison qui leur permet d'être un peu plus indépendant, puis de peut-être faire diminuer le 25-30% de frais à quelque chose de plus raisonnable. Y a-t-il d'autres choses qu'ils peuvent faire, les restaurants, pour utiliser le digital comme levier pour s'en sortir, puis peut-être même être plus fort après ou être encore plus intéressant après comme... Tu sais, c'est sûr qu'après, il y en a plein qui sont créatifs. Il y en a qui, admettons, le menu de Pâques, le menu de cabane à sucre, qui font des trucs par rapport à ça, la fête des mères qui s'en vient. Il y en a qui créent genre des pop-up épiceries, des pop-up prêts à manger, puis ils s'innovent, mais à la base, c'est des restaurateurs. Eux, leur passion, c'est de d'accueillir des gens dans leur espace pour leur faire vivre une expérience. Fait que s'ils ne peuvent plus faire ça, je ne sais pas non plus s'ils vont avoir la passion de continuer à le faire. C'est comme s'ils étaient en train de faire un autre métier que celui qu'ils avaient choisi, là, dans le fond. Exactement. Puis, je sais pas, là, tu sais, c'est vrai qu'avoir l'impression de gérer un hôpital, ça doit pas être super le fun, là, quand ce que tu as le goût, c'est d'être, justement, d'être le host, là. Puis, est-ce que, justement, il y en a qui t'ont demandé des choses funky pour tester, tu sais, des choses qui t'ont dit, on aimerait savoir de la livraison, on aimerait savoir de la commande en ligne, on aimerait savoir, y a-tu des questions comme ça qui sont venues? Nous, en fait, on est un peu en train, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais on est en train nous aussi, on en a profité de cette crise pour revoir toute la plateforme. Puis, on devait annoncer le 16 mars la grande nouvelle qu'on rentrait dans un incubateur en intelligence artificielle. Évidemment, il y a eu la crise, puis j'ai passé ma journée à travailler pendant 16 heures, donc on n'a pas fait cette annonce-là. Ce qu'on est en train de travailler pour la plateforme, c'est aussi de permettre aux restaurants de justement montrer s'ils ont du take-out, montrer s'ils ont de la livraison, offrir des cartes cadeaux via la plateforme, offrir comme toutes les possibilités où est-ce que nous, on pourrait les aider à avoir des revenus puis avoir une meilleure présence en ligne. Mais tu sais, juste donner Donc, vous êtes un peu le panier bleu de la restauration, là. Un peu. Mais oui, parce que nous, tout est local aussi. On n'a pas de... Toutes les adresses qui sont sur la plateforme, c'est des adresses locales. Mais ouais, c'est ça. On va faire notre possible pour les aider. C'est sûr que, tu sais, depuis 4 ans, comme moi, j'ai commencé il y a 4 ans, on allait prendre des photos avec la photographe. Plein de fois, on arrivait, puis les restaurants, c'était pas tous les restaurants, mais la plupart étaient comme, pourquoi tu te prends des photos? Puis j'étais comme, c'est important, c'est ton image, c'est comment tu te représentes. Maintenant,
la plupart de ces restaurants-là ont quand même un minimum de photos, pas tous, mais la plupart. Fait que je pense que c'est ça, c'est un mouvement, puis tout est en changement, puis ils vont s'améliorer, là. OK. Il y a des gens qui me demandent ici, Francis Devoix, puis il y a Chloé aussi, tantôt, Chloé Baudouin, qui m'avait partagé un lien à Copenhague. Il avait partagé tout un mouvement autour de faire des dons carrément au restaurant, tu sais, de Oui, dire envoie donc, fais donc un don à un restaurant que tu voudrais pas qu'il ferme. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui oui. pourrait marcher ici? Ben, en ce moment, il y a une super initiative qui s'appelle le Montreal Relief Fund. Il y a un article sur le site qui est sorti, mais dans On le va le fond, partager dans les commentaires, là. oui, c'est une fondation, Kathleen Doucette, une ancienne de Foxy qui a parti ça, puis ça aide juste les travailleurs de la restauration. Donc, tous les dons qui sont mis sont redonnés au milieu de la restauration. C'est sûr que nous aussi, quand on va lancer les cartes cadeaux, genre 100% des ventes vont aller au resto. Fait que vu qu'on en a quand même une bonne base, ben ça va aussi donner une poussée à tout ce monde-là, on espère. Mais ouais, on va les aider pour essayer qu'ils passent Et tu penses-tu que les Québécois vont avoir le goût de donner des dons à un resto? Ben, je pense pas que c'est des dons, ça va être des cartes cadeaux. OK, il y avait une genre de carte cadeau avec un bout en don, un bout Ben, en échange, là. ben, tu sais, si tu donnes de l'argent maintenant pour aller le dépenser plus tard, ça fait quand même de l'argent en ce moment dans les poches du restaurateur. Tu penses que les gens vont avoir peur, vont se dire le resto va peut-être être fermé, fait que je vais tout perdre ou quelque chose comme ça? Je pense que s'ils les aiment vraiment puis qu'ils regardent comment les restos ils travaillent fort pour se réinventer puis rester ouverts, je leur souhaite qu'ils aient la confiance que ça va fonctionner, mais c'est sûr de regarder où en est ce restaurant-là. Si tu passes devant puis qu'il n'y a personne qui travaille puis qu'il n'y a rien, aucune activité en ligne puis qu'il n'y a rien, peut-être pas acheter quelque chose, là, mais il y a aussi un devoir en tant que consommateur. Ouais, c'est. Le après-après, là, tu sais, le après qu'on va avoir passé la phase, tu sais, cette phase-là, justement, où il va y avoir des mesures et tout ça. Y a-tu un après-après où il y a quelque chose qui va être complètement différent, selon toi? Ou y a-tu quelque chose qui va vraiment rester d'un point de vue habitude de consommation, d'un point de vue, tu sais, comme de durable là-dedans, qui va avoir changé à tout jamais à cause de cette histoire-là, Ben, dans les moi, restos? j'espère que les gens vont être plus, les restaurateurs et les consommateurs vont être encore plus poussés à justement, nous, c'est notre mission depuis 6 ans, fait que moi, je l'ai tatoué dans le corps, là, mais à avoir, tu sais, entre aller acheter ton burger dans une chaîne américaine ou aller acheter ton burger dans une pâtisserie québécoise, ben va dans la pâtisserie québécoise. Tu sais, nous, c'est ça qu'on essaie de pousser depuis 6 ans. Je pense que c'est sûr que ça va avoir un impact, puis ça, tant mieux. Après, je pense que les gens, après cette crise-là, comme ils vont être tellement contents d'aller se serrer des bras, puis d'aller comme faire la fête dans les bars, puis saouler, puis juste comme pouvoir toucher du monde aussi. Ouais, ouais. Puis je leur souhaite aussi qu'ils aillent le faire justement dans des adresses locales chez nous. OK. Tu vois, dans les dirigeants que j'ai parlé, il y en avait deux types. Là. Il y en a qui ont dit que il y en avait vraiment les pessimistes et les optimistes. Là. Il y en a un qui m'a dit que c'était 1 an et demi à 2 ans là, pour avoir une reprise facile. Oui. Puis que le fait d'être dans un endroit restreint, ça va être quelque chose qui va durer puis que les gens aimeront pas. Mais je pense aussi que ça va être une question d'âge, par contre, parce que, tu sais, on s'entend, oui, je sais, tout le monde peut être malade, vous devez rester à la maison, comme c'est hyper grave, comme, il n'y a rien que j'enlève de ça, mais une fois que le gouvernement dit, OK, on peut réouvrir un peu, tu sais, on peut sortir de chez nous puis arrêter le confinement, un jeune en forme de 22 ans va peut-être avoir moins peur que quelqu'un qui a 72 ans qui s'en va au resto. Je pense que ça va être... tu sais, il disait aussi que peut-être que justement le confinement va durer un peu plus longtemps pour les gens plus âgés. On le sait pas, personne ne le sait, mais je pense que ça aussi, ça va avoir un impact dans les sorties. Il n'y a pas tout le monde qui va avoir les mêmes peurs, je pense. Puis ça va aussi dépendre des personnalités. Je pense qu'il y en a qui vont s'en foutre complètement, puis il y en a qui vont être super stressés pendant des années. Ça va être comme une balance de tout, là. Puis tu penses-tu qu'il y en a qui vont comme carrément avoir fait évoluer de façon durable leur modèle d'affaires suite à ça? Tu sais, qui vont comme pas revenir à ce que c'était avant, mais garder comme des composantes vraiment. Tu sais, mettons la bête à pain, là, ça va-tu être autre chose après? C'est un exemple que je donne, là, mais. Ben, tu sais, lui, il a toujours été en transformation pour être une usine. C'est un travaillant qui se renouvelle constamment. Puis chapeau, encore une fois, à toute son équipe. Je pense que peut-être qu'ils vont le garder une partie de ça, mais tu sais, tous les restos qui en ce moment font du take-out pour survivre, je pense que j'ai parlé tout à l'heure avec Marc-Olivier Frappier et puis Vania, mais il me disait
on va le garder dans une trousse de secours. Excuse, on n'est pas connecté comme toi dans le monde des restos. C'est qui? Ils travaillent le aux autres? propriétaire de Mon Lapin. OK, d'accord, merci. Il disait on va garder ça dans une trousse de secours ou est-ce que si jamais, justement, on va garder nos opérations normales, mais si jamais il réarrive une pandémie, bien, on est capable de se mettre plus rapidement dans ce fonctionnement-là. Mais je ne crois pas que, en tout cas, quelqu'un qui travaille en hospitalité puis qui a une passion du service puis de l'expérientiel, va pas se mettre à faire du take-out pour toujours. Pour toujours, peut-être que ça va être une partie de ses revenus, mais ça ne sera pas la majeure partie. Ben, si tu regardes la logique des Ghost Kitchen, où justement, là, tu as comme une cuisine low cost avec un loyer low cost dans un parc industriel ou quelque chose plus centralisé, tu penses pas que ça pourrait être quelque chose de durable après? Tu sais, la bonne bouffe de livraison avec une business qui est gearée pour la livraison. Il y en a plein qui font ça. Yoni Falafel, là, moi, je suis genre chapeau. Là. Tu fais des falafels puis des sandwichs à l'aubergine. C'est les deux seules affaires que tu fais, mais tu les fais parfaitement. C'est génial. Puis je pense qu'il va en avoir de plus en plus, mais il ne peut pas juste avoir ça. Des fois, tu peux aller au restaurant puis vivre quelque chose qui est... C'est un métier différent, là, dans le fond. Voilà, c'est juste deux choses différentes. Mm-hmm. Et puis, parle-nous de Tastet un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire-là d'intelligence artificielle? Là? Puis, c'est intéressant tout ça. Là. Oui, ben on a eu la chance, justement, ça fait 6 mois que je travaille là-dessus, mais on a appliqué pour le programme Next AI, puis on a été accepté, donc on est dans cet incubateur. Félicitations. Merci. Donc, en plus de ma job à temps plein, j'ai aussi de l'école à temps plein. Mais c'est super le fun parce qu'on est en train de tout revoir comment on fait. Puis moi, mon but, c'est justement de dire à tous nos lecteurs que j'espère que quand cette crise-là va être finie puis qu'on va avoir monté cette intelligence dans le site, on va être capable de leur faire des recommandations hyper personnalisées où est-ce qu'ils vont être toujours satisfaits quand ils découvrent des adresses gourmandes locales parce que ça va être exactement ce qu'ils voulaient. OK. Puis c'est quoi y a-tu d'autres changements qui s'en viennent? Y a-tu des choses comme, je sais pas moi, de la réservation directement sur Tastet éventuellement? Déjà, ça a commencé, réservation, livraison. Il y a déjà des entreprises avec qui on fait des partenariats. Là, on vient de signer la semaine dernière, d'ailleurs, Libro, qui est une compagnie québécoise de réservation en ligne qui travaille avec certains des restaurants. Puis qui travaille super bien. Donc, on va pouvoir réserver directement via le site. Puis, il va y avoir plein de belles fonctionnalités qui vont s'en venir pour les lecteurs pour justement faire la promotion des expériences gourmandes. OK. Fait que réservation, tu vas pouvoir commander la livraison directement via Tastet. Ben, avec nos partenaires, oui. OK. Fait que tu vas avoir des icônes, là, genre, tu vas dire je veux livrer, puis là, tu vas envoyer vers un partenaire. Puis là, quoi, puis c'est comment que Tastet, c'est-tu un revenue sharing avec ces gens-là ou des choses comme ça? C'est du marketing affilié. Je sais pas de quoi tu veux parler, de quoi tu veux pas parler, là, je veux pas... Non, c'est bon, c'est du marketing affilié. Nous, en fait, 100% de nos revenus avant venaient de la publicité, mais jamais des restaurants, cafés ou bars. Eux, ils n'ont jamais payé. Tout le monde peut regarder le compte de banque un jour. Je n'ai aucun montant qui a été donné par un restaurant. Nous, parce que tu veux pas te mettre en conflit d'intérêt, dans le fond? Ben, c'est qu'à la fin, les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on dit, mais ils ne pourront pas dire que c'est parce qu'on a un conflit d'intérêt. OK. Ça, c'est important pour moi. D'accord. On est toujours on évalue les adresses toujours de la même manière. Puis nous, nos clients, dans le fond, c'est les entreprises derrière les restaurants. Donc, on est partenaire avec l'Érable du Québec, avec Barry Callebaut. Là, on vient d'avoir la confirmation qu'on commence à travailler avec les fromages d'ici. Fait que, tu sais, c'est Vous avez un partenariat avec l'Érable aussi, je pense? Oui. Si je me fie au premier menu qu'il y a dans votre site. Oui, exactement. Qui est aussi le cœur d'Abuso, parce qu'il me parle. Oui, effectivement. Et qui est un... Ouais, mais tu sais, le sirop d'érable, on veut tous que ça marche bien. Oui, on les adore. OK. Oui, c'est ça. Donc... Puis, qu'est-ce qu'il va y avoir d'intelligence artificielle là-dedans? Il va-t-il avoir de l'intelligence artificielle qui s'en vient là-dedans? Oui, c'est ça. Mais c'est parce que nous, on veut que les recommandations soient toujours parfaites. Moi, mon rêve, en fait, c'est que quand on a commencé le site, tous les lecteurs étaient toujours contents parce qu'ils avaient toujours les mêmes goûts que moi. Fait que tout le monde aimait les mêmes affaires que moi. Mais là, plus on grossit, plus à la fin, c'est plus moi qui y va. J'ai une équipe qui évalue les adresses selon des critères qu'on a préétablis. Mais plus notre base de données, tu sais, là, on est 2 millions de lecteurs. Bien, les 2 millions, pour qu'ils soient tout le temps contents, c'est un peu plus compliqué. Fait que là, à la fin, dans la dernière année, moi, ça me fâchait tout le temps parce qu'on avait des gens qui disaient « Ah, c'était pas exactement ce que je voulais, c'était pas ça. » Puis je me disais « Mais non, cette adresse-là, elle est bonne, elle a répondu aux critères. Comment ça se fait que cette personne-là n'est pas contente? » Ouais. Là, avec l'intelligence artificielle, on va être capable de les matcher puis de dire « Ah non, toi, par exemple, t'aimes ça, les menus dégustation, va-t'en au mousseau, va-t'en pas à l'Express parce que tu vas trouver que l'Express est plate. » L'Express est pas plate, mais l'Express est
tout le temps la même affaire, puis il faut que les gens aiment ce genre de trucs-là pour pouvoir apprécier ce que ce restaurant-là a à offrir. OK, je comprends. Puis comment tu vas capturer l'information justement pour sur les préférences des gens? On va avoir des profils utilisateurs qui vont être créés dans les prochaines semaines, sur lesquels on travaille depuis 2 mois. Profil utilisateur, puis on va avoir aussi des profils restaurants pour pouvoir justement les matcher ensemble selon tout. Si tu as des enfants puis tu as besoin d'avoir une chaise haute, ben qu'on te recommande des places où est-ce que la chaise haute est disponible. Fait que c'est quoi mon profil utilisateur? Je le remplis dans le fond pour avoir de la data, là. En fait, au départ, il ne va pas être rempli pour pas trop énerver le monde, mais c'est sûr qu'après, plus tu l'utilises, si tu l'utilises tout le temps, on va pouvoir te demander t'es-tu vegan, t'es-tu végé, t'es-tu ci, t'es-tu ça pour pouvoir te matcher. Tu prévois-tu avoir un genre de petit feedback post-visite en restaurant? Genre, tu sais, t'as réservé, tu sais, t'as cliqué sur Libro, t'as réservé, ben là, 2 jours, tu sais, le 24 heures après ton réservation, on t'envoie un truc, comment t'as trouvé ça finalement, ou je sais pas quoi? Ou... Absolument. Ouais? Le Tinder de la restauration, exactement. Comment? Le Tinder de la restauration dans les commentaires. Ah, quelqu'un dit ça? On veut des matchs parfaits. On veut des matchs parfaits. Ouais, ben écoute, non, mais c'est vraiment intéressant parce que, ben écoute, je trouve que Tastet a vraiment pris une place incroyable finalement en très peu de temps. Tu sais, je pense il y avait le non Tastet qui je pense ton père avait créé au devoir, mais je pense que tu peux vraiment être fier de ce que tu as fait parce que c'est vraiment une grande. En tout cas, je sais pas vous là, mais il me semble que Tastet, si je me cherche un resto, je m'en vais sur Tastet parce que je sais que je peux. Au début, tu te faisais critiquer un peu parce que les gens vous trouvaient un peu complaisant, je pense. Ben, on s'est toujours fait. Ben, en fait, je pense que c'est à la fin, quand tu expliques aux gens ce que tu fais, d'habitude, les gens sont gentils, mais au départ, ils disaient ah, t'es pas assez critique, t'es pas assez critique. Mais moi, je suis pas une critique, je suis un guide des meilleures adresses. Tu mets en valeur, là. Fait que si il est là, Ben, c'est parce que tu l'aimes, là. oui, puis je vais te parler de ce que cette adresse-là a le meilleur à offrir. Tu sais, sur nos 7 critères, des fois, le service, il est de la merde, mais on va le dire gentiment, on va dire. Ouais. Tu vas D'ailleurs, je t'avais parlé d'un resto, puis tu n'as jamais parlé, fait que je suppose parce que tu l'as pas aimé. Non, ça doit être parce que j'ai oublié de le visiter pour Non, mais c'est correct. Non, mais c'est cool, j'ai trouvé ça cohérent. J'ai trouvé ça cohérent. Avec l'utilisateur, tu vas pouvoir rentrer directement, puis il va se rentrer dans notre base de données. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. OK, ben écoute, bonne chance avec ce changement-là. Puis écoute, l'intelligence artificielle, je pense que c'est vraiment approprié comme on voulait l'utiliser pour ça. Bravo encore. Puis un mot de la fin peut-être pour notre industrie des restos, puis pour tes collègues de ton industrie. Ben, moi, je vous dis courage, guys. Je vous admire. Vous travaillez comme des fous. Puis j'ai espoir que ça va passer cette folie. Puis entre-temps, nous, on est là pour vous appuyer, vous aider. Puis j'espère aussi qu'au retour, on va pouvoir vous aider encore plus. Puis un petit conseil là, de la spécialiste numérique en toi, peut-être pour eux, là? Avoir un compte Instagram, c'est important. Avoir un site web, c'est important. Puis avoir des photos de ses plats, son resto, son chef, son ci, son ça, c'est important. Puis comment tu trouves ça, le son sur le site de l'Express quand tu arrives sur leur site, puis que justement, il y a le son du restaurant? C'est un resto qui existe depuis longtemps. J'adore. Moi, personnellement, j'adore l'Express, puis mais Moi maudit aussi, que je trouve j'adore. fatigant le son de leur resto, de leur site, par exemple. On leur fera un commentaire comme quoi ils pourraient enlever le son. D'accord. D'accord. Je pense que c'est fait déjà maintenant. Ben écoute, Élise, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Puis bonne chance avec tous ces changements. Merci beaucoup. Puis bonne chance. Puis je te souhaite de passer à travers. T'as l'air bien en forme en tout cas, fait que bravo. Puis à bientôt. Merci. Bye. Salut. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là.